Bismillahirrahmanirrahim. Donc, Madame Adila Talbi, vous allez présenter donc votre travail de thèse de doctorat en vue de l'obtention du diplôme de doctorat en troisième cycle, intitulé Étude des propriétés structurales et magnétiques des couches minces de nickel-fer et nickel-fer-phosphore, élaboré par électrodéposition, sous la direction du professeur Abdelrafik Mancha et la co-direction de Madame Hayat Mouni. Vous pouvez commencer. Merci. Monsieur le Président, Messieurs les membres de jury, honorable assistants, salam alaikum. Permettez-moi de vous présenter mon travail de thèse qui porte sur l'étude des propriétés structurales et magnétiques des couches minces de nickel-fer et nickel-fer-phosphore élaboré par électrodéposition. Ce travail a été réalisé au sein du laboratoire d'analyse industrielle et des génies des matériaux de l'Université de Guelma, sous la direction du professeur Abdelrafik Mancha et professeur Hayat Mouni, et en collaboration avec le laboratoire de chimie inorganique de l'Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg, sous la direction du professeur Jean-Luc Respringer. Cet exposé est structuré selon le plan de travail suivant. D'abord, je commence par une introduction dans laquelle nous allons cerner le cadre général de notre étude. Puis, je vous expose les objectifs de mon travail ainsi que quelques généralités sur les alliages nanostructurés. Puis, je vous présente les matériels et les techniques expérimentales utilisées. La plus grande partie de cet exposé va porter sur la présentation et discussion des résultats. Et enfin, je termine par une conclusion générale. Nous vivons dans un monde où l'informatique est devenue indispensable pour tout. On s'équipe de plus en plus de divers supports permettant de stocker, d'échanger et d'archiver des informations dans des CD, des DVD, des disques durs et des mémoires. Cette demande toujours croissante en capacité de stockage nécessite la recherche et l'élaboration des nouveaux matériaux qui permettent d'accélérer le processus de lecture et d'écriture et d'accroître la capacité de stockage. Parmi ces matériaux, on a les matériaux magnétiques et plus particulièrement les matériaux magnétiques ferromagnétiques à base d'éléments de transition tels que le nickel, le fer et le cobalt. Cependant, plusieurs combinaisons ont été suggérées, mais laquelle on va choisir? Les alliages nanostructurés à base de nickel-fer ont connu un grand intérêt en raison de leurs propriétés intéressantes, notamment leur résistance à la corrosion et à l'usure qui est extrêmement élevée, leurs bonnes propriétés magnétiques telles que la perméabilité et l'aimantation et saturation pour les alliages riches en nickel. Sans oublier le faible coût de production ainsi que les propriétés électriques et mécaniques intéressantes pour les alliages riches en fer. Toutes ces caractéristiques ont offert à ce type de matériaux un intérêt économique et industriel intéressant. Citant ainsi quelques applications potentielles pour ce type de matériaux, on le trouve généralement dans les composantes des outils informatiques modernes, dans les capteurs, dans les outils de coupe, dans les diverses composantes magnétiques modernes, des dispositifs de chauffage par induction, etc. Néanmoins, ce type de matériau présente un comportement de codéposition anormal lorsqu'il est préparé à partir des processus de déposition en solution. Suivant Brinard, la codéposition anormale est définie par la déposition préférentielle du métal le moins noble, qui est dans notre cas le fer, par rapport au métal le plus noble, qui est le nickel. En effet, lors de la réduction, il y a une coévolution d'une réaction instantanée qui est la réaction de dégagement d'hydrogène qui engendre la formation des hydroxydes ainsi que l'élévation du pH auprès de l'électrode. Et c'est dans cette étape que la vitesse de réduction des ions d'hydroxyde de fer est plus rapide que la vitesse de réduction des hydroxydes de nickel, ce qui conduit à un dépôt riche en fer plutôt qu'en nickel et une codéposition prédominée par un comportement de déposition anormal. Il a été approuvé que l'ajout d'un métalloïde tel que le phosphore permet de contrôler ce mécanisme de déposition grâce à la formation des alliages des liaisons de type nickel-phosphore et parfois fer-phosphore, conduisant ainsi à un dépôt riche en nickel
Qu'en faire? Plusieurs études ont été effectuées sur l'influence de l'ajout du phosphore dans différentes combinaisons et ont approuvé une amélioration au niveau des propriétés telles que les propriétés structurales, notamment l'obtention d'une structure amorphe, les propriétés magnétiques telles qu'une coercivité faible, mais aussi une dégradation, notamment dans le rendement chimique du dépôt obtenu, ainsi que la fragilisation des dépôts liés à la présence du métalloïde. D'autre part, plusieurs travaux ont confirmé que ces propriétés sont influencées par les différents paramètres d'électrodéposition. Voici le tableau qui récapitule quelques travaux effectués sur l'influence des paramètres opératoires sur les propriétés des matériaux dans différentes combinaisons. Plusieurs ont utilisé la méthode classique, c'est-à-dire variation facteur par facteur. D'autres ont utilisé la méthode des plans d'expérience et très peu de travaux ont utilisé la combinaison du nickel, du fer et du phosphore par plan d'expérience et nul n'a optimisé les propriétés structurales et magnétiques. Et c'est autour de cette problématique que notre étude a pour objectif d'étudier l'influence des conditions opératoires sur la composition et le comportement structural et optimiser les effets des paramètres sur la dureté des couches de nickel-fer supportées sur le cuivre. Optimiser les effets des conditions d'électrodéposition des couches minces de nickel-fer-phosphore conduisant à la meilleure composition et structure avec des propriétés ferromagnétiques douces. Et troisièmement, déterminer le comportement magnétique des couches de nickel-fer-phosphore optimisé vis-à-vis un traitement thermique. Passons maintenant aux quelques généralités sur les alliages métalliques nanostructurés. Ils constituent un sous-groupe de la famille des matériaux à propriétés intéressantes dont leur création et leur formation nécessitent la compréhension des mécanismes conduisant à leur formation. En se basant sur leur structure, ces matériaux peuvent être classés en 3 états structurels. L'état métallique amorphe, de structure désordonnée, caractérisé par des atomes placés d'une façon aléatoire. L'état métallique cristallin, caractérisé par une structure ordonnée et un arrangement atomique à longue distance. Et l'état métallique nanocristallin, qui se situe entre la structure amorphe et la structure cristalline, caractérisée par un arrangement atomique à courte distance. Il existe cependant une corrélation entre l'état structural et les propriétés du matériau obtenu. Prenons l'exemple des propriétés mécaniques et magnétiques. Les modifications structurales propres à chaque structure, telle que la structure cristalline ou amorphe, engendrent des changements au niveau de la dureté en raison des mouvements de dislocation et des joints de grains qui sont extrêmement faibles dans la structure amorphe que dans la structure cristalline. D'autre part, l'arrangement atomique et l'environnement atomique affectent la nature des matériaux et permettent l'obtention des matériaux magnétiques doux ou magnétiques durs. Le magnétisme de ce type d'alliage est régi par le comportement des moments magnétiques qui sont régis par le mouvement de l'électron autour de lui-même ainsi que son mouvement autour du noyau. Sous l'influence d'un champ magnétique extérieur, une courbe d'aimantation prend naissance. Il s'agit d'un cycle d'hystérésie qui permet de traduire le comportement des moments magnétiques en fonction du champ magnétique extérieur appliqué. Et à partir de cette courbe, on peut déterminer les différents caractères magnétiques du matériau obtenu, notamment l'aimantation à saturation, le champ coercitif, l'aimantation rémanente. Passons maintenant au matériel et techniques expérimentales. Dans notre étude, nous avons suivi la méthodologie d'étude par plan d'expérience qui consiste à appliquer aux variables d'entrée des variations simultanées afin de déterminer les règles d'évolution appliquées aux variables de sortie. Ces règles d'évolution sont exprimées à l'aide d'un modèle mathématique qui reflète une présentation du problème étudié
en fonction des facteurs dans le domaine expérimental choisi. Toute étude par plan d'expérience nécessite une démarche expérimentale standard, notamment la définition du problème et le choix du type de plan, la réalisation des expériences et la modélisation ainsi que les analyses des résultats, les conclusions et la détermination des paramètres optimaux et enfin la validation des résultats. Passons maintenant au dispositif expérimental utilisé dans cette étude. Il s'agit de la technique d'électrodéposition qui consiste à former une couche solide par le biais du courant électrique et à partir d'une solution, des espaces en solution, une couche solide. Le dépôt obtenu est caractérisé par différentes techniques, notamment la spectroscopie à énergie dispersive ainsi que la spectroscopie d'absorption atomique pour l'analyse chimique, la microscopie électronique à balayage pour les observations morphologiques, les diffractions des rayons X pour les analyses des phases ainsi que les calculs des tailles des grains, le magnétomètre à gradient de champ alternatif pour le comportement magnétique et le microduromètre pour les mesures de dureté. Passons aux résultats et discussions. Notre étude se divise en deux grandes parties. La première partie est consacrée à l'étude du système binaire qui est le nickel-fer et la deuxième partie est consacrée pour l'étude du système ternaire qui est le nickel-fer-phosphore. Dans cette partie, je vais vous présenter les résultats de caractérisation structurale et de composition chimique des couches de nickel-fer ainsi que les résultats de l'évolution de la microdureté en fonction des paramètres en utilisant le plan factoriel fractionnaire à ces essais. Commençons par l'analyse chimique et le mécanisme de déposition. Le tableau suivant regroupe les différentes compositions chimiques obtenues par spectroscopie d'absorption atomique. Nous avons constaté la formation de deux types de dépôts, le nickel-fer permalloy et le nickel-fer inval. Sur ce tableau, nous avons également présenté les résultats du coefficient de codéposition anormale, calculé à partir de la formule montrée ci-après. Nous avons constaté que ce coefficient augmente avec l'augmentation de la teneur du dépôt en fer. Et ceci est expliqué par le mécanisme de déposition préférentielle du fer par rapport au nickel et d'autre part par l'augmentation des paramètres conduisant à l'élévation du fer dans le dépôt. En ce qui concerne l'analyse structurale, l'évolution des diffractogrammes des rayons X obtenus ont montré plusieurs changements au niveau de la structure cristalline. Notamment la formation d'une structure cubique à face centrée pour les alliages présentant une faible teneur en fer, la disparition de cette phase et l'apparition d'une nouvelle phase de structure cubique centrée pour les alliages riches en fer. Et nous avons également constaté la formation d'une structure mixte pour les alliages présentant une teneur en fer allant de 40 à 50% en fer. La dépendance de la taille des cristallites des dépôts de nickel-fer en fonction de la teneur du dépôt en fer a montré trois types de variations. Une diminution qui correspond à la région présentant une structure cubique à face centrée, une région intermédiaire dans les dépôts présentant une structure mixte et une augmentation avec l'augmentation du fer dans la région présentant une structure cubique centrée. Ces variations sont dues au processus de nucléation et de croissance favorisé par chaque structure. Passons maintenant à l'évolution de la microdureté. Il existe plusieurs techniques de caractérisation qui permettent d'évaluer les propriétés mécaniques d'un dépôt, mais la méthode la plus courante est la mesure de leur dureté. Suivant les travaux de recherche effectués ainsi que les connaissances déjà acquises sur le système binaire, nous avons choisi les paramètres rapport molaire, pH, densité de courant, temps, agitation, comme les paramètres présentant une influence directe sur la dureté des dépôts.
Et entre le plan de criblage et le plan de surface de réponse, nous avons choisi le plan factoriel fractionnaire qui propose une matrice d'essai constituée de 16 expériences, telles que montrées dans le tableau suivant. Passons à l'analyse statistique. L'analyse de la variance pour la microdureté a montré que le facteur densité de courant, pH étant, présente un effet signifiant sur la microdureté. En ce qui concerne les termes d'interaction, nous avons constaté la combinaison rapport molaire avec les autres paramètres, ainsi que la combinaison de l'agitation avec les autres paramètres, présente un effet signifiant. Et afin de déterminer le profil de variation de chaque terme, nous avons eu recours au graphe des effets principaux des facteurs signifiants. Nous avons observé une augmentation positive de la microdureté en fonction de la densité de courant, expliquée par l'augmentation du taux de nucléation qui conduit à la formation des tailles des cristallines faibles et donc une dureté élevée. Pareil pour le pH, l'augmentation positive est expliquée par l'augmentation du fer liée à l'augmentation de la vitesse de réduction des hydroxydes de fer et donc un dépôt plus riche en fer, plus dur. Pour le temps de déposition, la variation positive paraît évidente car plus on augmente le temps de dépôt, plus on obtient un taux de recouvrement élevé et donc une surface plus dense et plus dure. Le modèle mathématique expliquant la variation de la microdureté en fonction des différents paramètres est montré par l'équation linéaire de premier ordre montrée ci-après. Les tracés de la variation des valeurs prédites en fonction des valeurs expérimentales ont montré des valeurs proches avec un coefficient de détermination de 98%, indiquant qu'environ 1% de variation qui ne peut être expliquée par le modèle. Les graphes de surface de réponse, d'après les variations obtenues, nous avons constaté que la variation simultanée de la diminution du rapport avec le pH ainsi que la variation simultanée du rapport avec le temps de dépôt permet l'obtention d'une dureté élevée. Ceci nous a permis de conclure que la meilleure surface de réponse se trouve près de la combinaison regroupant un pH et un temps élevé sous rapport molaire faible. Pareil pour la variation simultanée du pH et de l'agitation, ainsi que la densité de courant et l'agitation, nous avons constaté une dureté élevée, ce qui nous a permis de conclure que la meilleure surface, c'est-à-dire meilleure microdureté, se trouve près de la combinaison regroupant un pH et une agitation élevée sous densité de courant faible. D'après les résultats tirés à partir des surfaces de réponse, les conditions d'optimisation ont été fixées de la manière suivante, c'est-à-dire une manière qui permet l'obtention d'une dureté maximisée. Et les résultats obtenus sont montrés dans le tableau suivant. Le profil de variation de l'essai proposé par le modèle montre une désirabilité de 100%, indiquant un résultat satisfaisant. Les résultats de caractérisation des dépôts sous conditions optimales ont montré que la meilleure dureté obtenue consiste à une composition de nickel-fer équimolaire de structure mixte avec une morphologie granulaire sans apparition de fissures. Passons maintenant à la deuxième partie. Dans cette partie, je vais vous présenter les résultats de l'étude de l'influence des paramètres opératoires sur les propriétés structurales et magnétiques des dépôts de nickel, fer, phosphore supportés sur le cuivre. D'après l'étude préliminaire, le rapport molaire, la densité de courant et le pH affectent les propriétés des dépôts. Et d'après les résultats des rayons X qu'on a obtenus, des dépôts de structure amorphe ou cristalline ont été obtenus. Pour cela, nous allons choisir de suivre le taux de cristallinité ainsi que la variation de l'aimantation à saturation
afin de déterminer la relation entre les propriétés structurales et magnétiques des dépôts obtenus. Dans cette partie, nous avons choisi le plan central Composite Design qui engendre en fonction des paramètres qu'on a choisis 17 expériences qui sont montrées dans le tableau suivant. Commençons par l'analyse de composition chimique. Les spectres EDX des couches obtenues ont montré les pics caractéristiques du nickel et du fer et du phosphore. Nous avons également constaté la formation des pics d'oxygène qui sont expliqués par l'augmentation par la quantité d'NaOH utilisée lors de l'ajustement de la solution, du pH de la solution. Et le pourcentage massique des différents dépôts obtenus ont montré la formation de deux types de dépôts. Un dépôt avec une teneur en fer faible et un dépôt avec une teneur en fer élevée. Le mécanisme réactionnel conduisant à leur formation est présenté par les réactions chimiques suivantes. Et puisque le phosphore est un non-métal, il ne peut pas être déposé seul, par contre, il peut être réduit par mécanisme de codéposition induite selon la réaction suivante. En ce qui concerne les résultats de codéposition anormale, nous avons constaté que ce facteur augmente avec l'augmentation du fer, et ceci a été expliqué par le fait que l'enrichissement du dépôt en fer joue le rôle d'une barrière qui favorise une codéposition sous contrôle diffusionnel. Par contre, pour les alliages présentant une teneur en fer faible, nous avons constaté un mécanisme de codéposition normal lié à l'augmentation du phosphore qui permet d'empêcher la réduction du fer grâce à la formation des liaisons de type nickel-phosphore. L'examen morphologique des différents dépôts obtenus a montré la formation de structures fines sans apparition de joints de grains constituées de quelques nodules qui sont expliqués par l'augmentation du taux de nucléation régi par l'augmentation du métalloïde. En augmentant la teneur du dépôt en fer, nous avons observé un développement des nodules qui sont regroupés sous forme de colonnes qui sont liées à l'augmentation du fer qui permet un taux de nucléation de croissance élevé. Pour les résultats de l'analyse structurale, les diffractogrammes des couches du nickel phosphore obtenus ont montré la formation des pics caractéristiques du nickel. En ajoutant le phosphore, nous avons observé la disparition des pics du nickel et l'apparition d'une phase large qui s'étale sur le domaine angulaire et qui est liée à la présence du phosphore qui engendre une structure désordonnée. Pareil pour le système nickel-fer-phosphore, nous avons constaté la formation d'une structure cristalline du nickel et du fer et du phosphore. Cette phase cristalline, le taux de cette phase diminue au fur et à mesure qu'on augmente la teneur du dépôt en phosphore et finit par se transformer en structure amorphe. En ce qui concerne les mesures magnétiques, la courbe de première aimantation des couches de nickel, fer, phosphore obtenues ont montré un comportement identique pour tous les échantillons et que la variation des moments magnétiques suit trois types de régions. La première consiste à une évolution qu'on peut la considérer comme linéaire, caractérisée par un mouvement réversible des parois, une région dans laquelle les domaines caractérisés par un mouvement progressif des domaines magnétiques, caractérisés par des mouvements des parois irréversibles, et la troisième région qui est caractérisée par la formation d'un seul domaine de même orientation que le champ magnétique appliqué. Pour les cycles d'hystérésie obtenus, nous avons constaté la formation d'un cycle
de forme sigmoïdale, plus ou moins étroit, indiquant la formation d'un comportement ferromagnétique pour tous les échantillons. Par extrapolation des différents paramètres, nous avons pu déterminer les paramètres magnétiques, notamment les mutations à saturation, les mutations rémanentes, la coercivité et la squareness. Passons à l'analyse des résultats statistiques. Les conditions opératoires et les résultats de mesure suivant le plan d'expérience, le plan central composite design est montré dans le tableau suivant. Pour le taux de cristallinité, l'analyse de variance a montré que le rapport, la densité de courant et le pH affectent le taux de cristallinité et que la combinaison du rapport avec le pH ainsi que l'effet quadratique du rapport de densité de courant et de pH présente un effet signifiant sur le taux de cristallinité. Les graphes des effets moyens ont montré que le rapport présente un effet positif, c'est-à-dire que le taux de cristallinité augmente avec l'augmentation du rapport. Ceci est expliqué par l'augmentation du fer qui engendre la formation de structures cristallines de type nickel, fer, phosphore. Pour le pH, nous avons observé une augmentation positive qui est liée à l'augmentation du fer qui augmente le taux de cristallinité. Pour la densité de courant, nous avons observé une variation presque négligeable, négligeable par rapport aux autres facteurs, expliquée par l'augmentation du taux de nucléation qui permet une croissance irrégulière et donc une perturbation d'arrangement atomique et donc une structure cristalline faible. Le modèle mathématique expliquant la variation du taux de cristallinité en fonction des paramètres est montré par l'équation suivante. Il s'agit d'une équation du deuxième ordre et les tracés des variations des valeurs expérimentales en fonction des valeurs prédites montrent des valeurs proches avec un coefficient de détermination de 97%, indiquant qu'environ 3% de variation qui ne peut être expliquée par le modèle. Pour les résultats des diagrammes de surface de réponse, nous avons observé que l'augmentation simultanée du rapport et de densité de courant, ainsi que le pH et la densité de courant, permet un taux de cristallinité élevé. Mais cette élévation reste faible par rapport à l'augmentation simultanée du pH et du rapport qui permet un taux de cristallinité maximal de 79%. Et d'après ces résultats, on peut conclure que le meilleur taux de cristallinité se trouve près de la combinaison regroupant un rapport et un pH élevé sous densité de courant faible. Pour les résultats de l'alimentation à saturation, nous avons observé que les facteurs rapport molaire, densité de courant et pH, présentent un effet signifiant sur les mutations à saturation et que la combinaison du rapport avec le pH présente un effet significatif sur l'analyse de variance. Le profil de variation de ces paramètres a montré un effet positif qui est expliqué par l'augmentation du fer qui engendre une augmentation des atomes porteurs des moments magnétiques et donc une aimantation élevée. Pour la densité de courant, un effet presque faible par rapport aux autres qui est expliqué par la diminution de la taille des cristallines qui permet l'obtention des moments magnétiques l'obtention des moments magnétiques faibles par chaque particule et donc une aimantation faible. Pour l'analyse mathématique, la variation de l'aimantation à saturation en fonction des différents paramètres est montrée par l'équation suivante. Il s'agit d'une équation linéaire de premier ordre avec un coefficient de détermination de 92%, indiquant un résultat satisfaisant. Pour les résultats de surface de réponse, nous avons observé que
La variation simultanée du pH du rapport permet une aimantation à saturation élevée. Par contre, la diminution de densité de courant et de pH, ainsi que le rapport à la densité de courant, permet une aimantation faible. Elle est expliquée par l'augmentation du phosphore qui permet de diluer l'aimantation à saturation grâce à la formation des interactions d'échange entre un moment magnétique et un moment non magnétique et donc une saturation faible. En appliquant les différents résultats obtenus à partir des résultats des surfaces de réponse, nous avons constaté deux types de comportements. Une structure cristalline avec une aimantation à saturation élevée et une structure amorphe avec une aimantation importante. Et pour cela, notre objectif s'est transformé en deux optimisations multi-objectifs. La première consiste à trouver le réglage des paramètres permettant l'obtention d'une structure cristalline. Et la deuxième consiste à trouver la combinaison qui permet de trouver les paramètres qui permettent l'obtention d'une structure amorphe avec une aimantation à saturation élevée. Les résultats proposés pour chaque résultat ont montré une désirabilité de 99% et 61%, indiquant un résultat satisfaisant. Effectivement, en appliquant les résultats proposés par le modèle, nous avons trouvé les conditions optimales permettant l'obtention d'une structure amorphe et cristalline avec un comportement ferromagnétique d'aimantation à saturation élevée. Mais cette aimantation reste faible dans la structure amorphe que dans la structure cristalline. Pour cela, et afin d'améliorer les propriétés magnétiques dans ces deux structures, nous avons opté pour un traitement thermique. Et nous avons constaté plusieurs changements, notamment sur le comportement structural. Nous avons observé la disparition de la phase métastable dans les deux résultats et l'apparition de nouvelles phases intermétalliques. Et nous avons également observé que le taux de cristallinité pour le résultat amorphe est plus élevé que le taux de cristallinité dans l'état cristallin. Et ceci est expliqué par l'augmentation de densité de nucléi qui est élevée par rapport à la densité de nucléi dans l'état amorphe. Et ceci engendre une variation dans la surface des croissances et donc une cristallinité variante. Pour le comportement magnétique, nous avons constaté la formation d'un matériau ferromagnétique doux avec des propriétés très intéressantes, notamment une aimantation à saturation très élevée avec un faible champ coercitif par rapport à l'état initialement cristallin. Et ceci est expliqué par l'augmentation de la taille des particules liées au recuit et aussi à la diminution de la densité des défauts qui est engendrée par la structure initialement amorphe. La stratégie adoptée dans cette étude nous a permis de tirer les conclusions suivantes. Pour le système binaire, l'analyse chimique et structurale a montré la formation des phases intermétalliques riches en nickel ainsi que différentes phases riches en fer. L'analyse par rayon X a révélé une forte dépendance entre la structure cristalline et la taille des cristallites et la teneur du dépôt en fer. L'analyse ANOVA a montré que la densité du courant et l'agitation constituent les termes les plus significatifs sur la microdureté. L'étude de l'influence des différents paramètres par plan factoriel fractionnel nous a permis de trouver les conditions optimales permettant l'obtention d'un alliage reproductible de dureté élevée, présentant un état structural et morphologique intéressant. Pour le système ternaire, l'analyse EDX a révélé la réduction des ions de nickel, du fer et du phosphore avec des proportions différentes. Pour les dépôts à faible teneur en fer,
la déposition des atomes présente un comportement de codéposition normal, tandis que pour ceux à forte teneur en fer, ils présentaient un comportement anormal. Les résultats des diffractions des rayons X ont montré la formation de deux types de structures, amorphes et cristallines, avec l'augmentation du rapport de densité de courant. Les valeurs des paramètres magnétiques obtenus ont révélé un caractère magnétique doux pour tous les échantillons. L'analyse ANOVA a montré que le rapport, le pH sont les facteurs les plus significatifs sur le taux de cristallinité ainsi que les mutations à saturation. Grâce aux résultats des surfaces de réponse, le voisinage de la combinaison optimale de facteurs présentant les meilleures propriétés étudiées a été déterminé. Le traitement thermique des résultats optimaux a révélé une amélioration des propriétés structurales et magnétiques dans les dépôts initialement amorphes que les dépôts initialement cristallins. En ce qui concerne la production scientifique, nous avons pu publier un travail sur la partie du système ternal, en plus de quelques communications nationales et internationales. Et en perspective, on souhaite effectuer une étude complémentaire sur l'évolution de la perméabilité magnétique, ainsi que le comportement structural et magnétique des dépôts envers un traitement thermique. Donc, avant de terminer, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce travail, notamment mon directeur de thèse et ma co-directrice. Ainsi, je termine mon travail. Merci pour votre attention.